Bienvenue sur Naissance en conscience, le podcast dédié à la maternité sacrée et holistique. Ensemble, nous allons explorer toutes les facettes de la naissance, du désir d'enfant au premier mois de bébé. Ici, tu découvriras des récits inspirants et profonds de femmes qui choisissent une approche un peu différente et consciente de la naissance. À travers leurs témoignages émouvants, on va essayer de comprendre comment ces femmes transforment leur expérience de naissance en un moment puissant de connexion en profondeur avec elles-mêmes, avec leur bébé et le grand tout, même quand elles semblent traumatiques. Que ce soit par des accouchements naturels, à domicile ou encore en milieu hospitalier, chaque histoire révèle la force, la sagesse et la médecine des mères qui embrasse pleinement ce moment unique et transformateur. Je suis Marie-Laetitia Rousseau, je suis doula sur Béthune et Lille, également disponible en ligne, et j'accompagne les couples vers une parentalité en conscience pour remettre du sens dans chacun des aspects de leur parcours. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les voies de la naissance avec authenticité, respect et une profonde compréhension du pouvoir féminin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée, un thé, un café et plongez dans l'univers fascinant de la naissance et des bébés. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Lauriane. Je suis très heureuse de te recevoir ici. Tu es la deuxième personne que j'interviewe, donc vraiment je suis encore dans l'excitation des premiers podcasts. Ça va me durer un petit temps, je pense. Aujourd'hui, donc tu es enceinte de ton premier enfant. C'est ça. Et donc on va parler de la grossesse, de la préconception aussi. Et un peu des désillusions qu'on peut avoir pendant la préconception et la grossesse. Quand tout ne se passe pas toujours comme prévu, quand on se prend la version édulcorée de la grossesse et de la naissance en pleine face, comment est-ce qu'on peut réagir? Quels outils on peut utiliser? Quels sont tes conseils aussi pour les femmes qui sont dans cette situation-là? Moi-même, donc, j'ai vécu une première grossesse qui a été compliquée. Je n'ai pas du tout aimé être enceinte et c'était très tabou et je sentais que je dérangeais un petit peu. Et donc, vraiment, quand tu m'as parlé de ton histoire, je me suis dit, ah bon, allez, hop, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est génial parce qu'en fait, je crois qu'il y a à peu près une femme sur trois qui n'aime pas être enceinte ou qui trouve que la grossesse est pénible, c'est pas très fun, même si elle la déteste pas, c'est pas un moment facile pour elle. Et en plus, on est dans une société où on a besoin d'être performant, de se sentir toujours en forme, d'être sur tous les fronts. Donc c'est clair que quand on a une grossesse qui peut nous rendre malades, avec des insomnies, des pensées un peu négatives qui remontent, l'enfance qui remonte aussi parfois, les problématiques du passé, on se prend une belle claque dans la figure et on est obligé de s'arrêter. Et ça ne nous plaît pas beaucoup. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Et du coup, moi, c'est Lauriane. J'habite dans le sud de la France. Je pense que ça peut s'entendre un peu à mon accent. Du coup, je vais avoir 28 ans cette année. Je suis auxiliaire de périculture en crèche. Et à côté de ça, je suis également, du coup, doula et énergéticienne. Donc, voilà, je fais beaucoup de soins énergétiques. Comment je suis arrivée à entreprendre dans ce domaine de la maternité? C'est aussi par une expérience personnelle. Je pense que le fait de cheminer autour de ça, dans ma propre conception de la maternité, que ce soit pour tout le domaine de la préconception, qui a été assez compliqué quand même, mais également voilà aussi de vivre ma propre grossesse. Ça fait accroître mon désir d'accompagner du coup les femmes dans ce cheminement-là. Et je suis très contente de faire ce podcast parce que ça me permet d'avoir un peu la parole et de faire passer un message, de dédramatiser un peu sur la grossesse. Parce que c'est vrai qu'on idéalise beaucoup la grossesse, moi la première. Et finalement, on découvre plein de choses en vivant tout ça. Et j'ai envie de faire passer un message aussi à travers ce podcast. Donc merci de m'avoir invitée. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi je découvre les personnes au fur et à mesure. J'ai fait un appel comme ça.
Et donc à chaque fois, je ne connais pas les personnes à qui j'ai affaire. J'explique mon projet et puis les personnes qui sont emballées m'expliquent rapidement ce qu'elles ont envie de partager. Et donc il se trouve qu'en ce moment, j'ai aussi pas mal de doulas qui viennent me parler de leur expérience personnelle. Et je trouve ça formidable parce que du coup, je peux aussi vous mettre en avant et qu'on puisse ensemble expliquer ce qu'est le métier de doula. Et donc, à travers nos expériences personnelles, on comprend encore bien plus l'intérêt d'avoir une doula à ses côtés. Oh oui. Et donc, en te découvrant, je me suis rendu compte qu'on faisait, en tout cas, qu'on avait la même veine, c'est-à-dire que on a envie d'accompagner sur tous les plans de l'être, mis à part le médical, moi, que je ne fais pas, donc toi non plus, je ne pense pas. C'est pas Non. la partie que tu peux assurer. Mais néanmoins, il y a l'idée de prendre soin de l'entièreté de l'être, à travers aussi le soin énergétique et puis de traverser la grossesse, d'avoir des pistes d'exploration de cette grossesse et pour pouvoir l'apaiser quand il y a des moments plus difficiles, à travers des outils plus particuliers comme les soins énergétiques, des exercices psychomagiques, la sophrologie, la méditation, la sonothérapie, plein de choses en fait. Moi, j'utilise le chant prénatal, tout ça, mais tu nous expliqueras un petit peu après. Alors, du coup, on va en venir à la genèse et c'est marrant parce que quand j'accompagne les gens, les couples qui viennent d'avoir un bébé avec leur balnéo-renaissance, je reviens toujours à la préconception. Quel était le désir ou non d'avoir un bébé? Est-ce que c'est un bébé surprise, tout ça? Donc toi, tu nous as dit que ça faisait un bout de temps que tu pensais que tu étais dans ce désir de grossesse. T'as su depuis toujours que tu voulais une famille ou pas? Comment ça s'est construit? Au bout de combien de temps avec ton chéri ça s'est fait? Dis-nous tout. Ben, comme je le disais, j'étais vraiment pas destinée à être dans cet univers de maternité parce que pour moi, les enfants, c'était compliqué à gérer. Hmm. C'était un public, on va dire, que je ne connaissais pas et qui me faisait peur parce que ça me renvoyait finalement à des choses que je devais travailler chez moi, dans le sens où ben, les enfants, ils sont très spontanés, ils sont très dans l'instant présent. Et moi, c'est tout ce que je ne suis pas de base. Donc, ça a été un petit peu me confronter à quelque chose ouais, qui me dérangeait au début. Et ben, j'ai cheminé. Donc, du coup, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de périculture. Et là, j'ai découvert un univers qui m'offrait une place où je pouvais être ben, justement à ma place. Et donc, ben, du coup, j'ai obtenu mon diplôme. Et c'est à partir de ce moment-là que le désir de maternité a commencé à cheminer. Bon, entre-temps, du coup, j'étais avec mon chéri déjà depuis quand même 2 ans. Donc, on en discutait, mais c'était pas encore un projet qu'on avait fixé. Puis un jour, ben, on s'est décidé, on s'est dit, bon, ben, on commence les essais. Tout en sachant que moi, j'avais déjà aussi des idées préconçues à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, on arrêtait la pilule. Ça y est, ça arrivait de suite. Jackpot. Et en fait, pas du tout. Ça a été, on va dire, quand même plus d'1 an de cheminement intérieur parce que ben, finalement, j'ai découvert que ça ne venait pas aussi rapidement qu'on pouvait le penser, que ben, il fallait déconstruire toute cette idée préconçue que ben, la grossesse pouvait arriver rapidement. Alors oui, ça existe, mais pas pour mon cas. Donc voilà, ça a mis plus d'1 an pour que déjà je chemine par rapport à ça. Pendant ces 1 an, ça a été un petit peu un mélange de beaucoup d'émotions, de tristesse, de colère, de culpabilité. La culpabilité est très présente chez moi, il faut savoir. Donc, j'ai énormément culpabilisé ben, parce que pour moi, c'était la femme qui devait offrir à l'homme l'opportunité de devenir voilà, parent. Et pour moi, il y a eu tout un cheminement aussi par rapport à ça. Au bout d'1 an, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se poser des questions pour voir ben, ce qui se passait au niveau médical. Donc, s'en est suivi les premiers rendez-vous donc avec les gynécologues spécialisés en parcours de fertilité. Ça a été aussi, on va dire, compliqué à ce niveau-là parce que j'ai découvert un monde qui était très médicalisé et je suis un peu en dehors de tout ça. Moi, je suis du style à jamais prendre de médicaments, à
à vraiment essayer de, voilà, quand je suis malade, de gérer ça par moi-même ou avec les soins énergétiques. Mais vraiment, je suis pas contre l'univers musical, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Je préfère faire par moi-même. Et j'ai découvert un monde où il y avait plein d'examens, plein de prises de sang, où tout était réglé un petit peu au jour près, parce que dans ce parcours-là, donc de parcours PMA, il y a des examens à faire à un certain moment du cycle. Donc pour moi, c'était très compliqué à gérer. On dit souvent aux femmes, mais lâche prise, ça va venir tout seul. Mais en fait, quand on rentre dans un parcours PMA, le lâcher prise, il est presque impossible, en fait, parce qu'on est obligé d'y penser tout le temps, parce que il y a des protocoles médicaux qui exigent qu'on fasse des choses à une certaine heure, un certain jour, qu'on calcule les cycles, qu'on calcule les rapports, on calcule tout. Donc en fait, Oui, c'est impossible de lâcher prise quand on est dans un parcours PMA. Et j'aimerais, si je peux éveiller là-dessus, que les gens prennent conscience de ça et peut-être arrêtent d'asséner de ce genre de phrases les femmes qui sont en parcours bébé et de surcroît en PMA, parce que c'est impossible de lâcher prise à ce niveau-là. On peut lâcher prise sur d'autres choses, mais en fait, on est obligé d'y penser tous les jours. totalement. Et moi, j'étais arrivée à un moment où, en fait, le mot lâcher prise, je ne le supportais plus. J'avais fait complètement une barrière à ce mot. Donc ça a été compliqué. Bon, il y a eu les examens qui au début ne révélaient rien. Et il y a ce fameux dernier examen où en fait on a compris que c'était entre guillemets, parce que j'aime pas m'accuser de quelque chose finalement qui est un petit peu indépendamment de ma volonté, mais que c'était de mon côté qu'il y avait un léger souci. Sauf qu'on m'a proposé une technique qui pour moi était que je jugeais trop forte pour le petit souci que j'avais. Hmm. Entre-temps, je cheminais beaucoup par rapport à ce parcours PMA parce que je disais à mon chéri, je sais pertinemment que je ne prendrai jamais d'hormones. Donc, parce que en parcours PMA, on est obligé souvent de prendre des hormones, voilà, d'avoir un traitement quand même. Et j'ai toujours dit, je sais que je ne prendrai jamais d'hormones. Enfin, ce bébé, il va arriver. Il va arriver. J'ai foi. J'ai vraiment foi. Et quand je parle de la foi, c'est vraiment la foi, la croyance que voilà, ce miracle, il allait arriver. Donc, à la fin de ce dernier examen, bon, voilà, je comprends que c'est un peu de mon côté. Donc, beaucoup de culpabilité qui ressortent. Et à ce moment-là, on décide en fait de se laisser encore un an et de faire, voilà, faire ça naturellement le plus possible. Donc, j'ai commencé à cheminer intérieurement. Donc, j'ai fait beaucoup de travail personnel en psychogénéalogie. Voilà, j'ai fait aussi beaucoup de soins énergétiques parce que je savais qu'il y avait tout ce côté énergétique aussi qui pouvait bloquer. Donc, j'ai énormément travaillé là-dessus. Et en complément, je m'étais renseignée s'il n'y avait pas des méthodes plus naturelles pour justement venir régler le petit souci que j'avais. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y avait des vitamines, de l'homéopathie qui pouvaient justement favoriser l'implantation de bébés. Donc, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. J'ai fait les soins, j'ai fait l'homéopathie, j'ai essayé de faire le lâcher prise comme on m'ont conseillé, même si c'était un peu compliqué. Il y a des moments où j'arrivais. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce parcours-là, c'est de trouver une raison, un sens à cette expérience. Bon, la première année a été difficile, je ne trouvais pas de sens. Hein, pour moi, c'était pourquoi on me fait ça en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je puisse pas être enceinte? Puis après, en fait, j'ai compris que justement, au lieu de voir ça comme un combat, je pouvais voir ça comme une expérience qui pourrait m'apporter à moi. Par la suite, j'ai compris que ça pouvait aussi aider d'autres personnes. C'est à ce moment-là que j'ai cheminé du coup vers la formation de doula, Et puis qui est j'ai envie de dire aussi ton couple, parce que c'est on ça, dit souvent les parcours bébés, les parcours PMA, ça peut mettre à mal le couple, mais ça peut aussi énormément le renforcer. En fait, il va y avoir des phases différentes. Et totalement. donc, forcément qu'à un moment donné, si tu es encore avec ton chéri, c'est que ça renforce le couple aussi. Oui, ça a beaucoup C'est une renforcé, expérience que vous vivez ensemble. totalement. Même si lui, il est plus quand même terre à terre, il est quand même, voilà, il est pas aussi.
perché entre guillemets que moi. Il a quand même su m'accompagner dans ce cheminement-là. Mais vraiment, je pense que la formation doula, le mot est fort, mais c'est ce que je ressens vraiment au fond de moi, c'est que ça m'a sauvé la vie, entre guillemets, parce que Hmm. j'étais arrivée à un stade où, en fait, pour moi, c'était, j'allais faire ma vie sans enfant et c'était dur à accepter. Et finalement, en fait, le fait de trouver un sens à cette expérience, ça m'a permis voilà, de m'accompagner aussi moi-même, mais de pouvoir aussi accompagner des mamans, des couples qui traversent ce cheminement-là qui n'est pas simple, parce que les parcours de fertilité, il n'y a aucun accompagnement psychologique. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un désert. Il y a le côté médical qui est abordé, mais tout le côté psychologique, émotionnel, rien du tout. Et ça, j'ai trouvé ça affreux. Et je me suis dit, ben justement, toi, ton expérience, qu'est-ce que tu peux apporter à ces couples? Comment tu peux les guider pour cheminer et vivre leur projet de préconception en conscience? Donc, j'ai fait ma formation. J'ai été diplômée du coup en septembre 2023. À côté de ma formation de doula, je continue à expérimenter pour moi-même hein, avec les soins énergétiques. Je continue mes prises de vitamines pour m'aider justement à régler mon petit souci. Et il s'est avéré que octobre, du coup, 2023, vraiment par hasard, parce que enfin, j'avais fait vraiment un lâcher-prise suite à déjà une expérience que j'ai vécue l'été dernier, où j'ai fait une retraite spirituelle et j'ai tout lâché. J'ai lâché les dernières choses qui devaient être lâchées et je pense que ça a contribué à ce que ça fonctionne parce que du coup, un mois et demi après, je suis tombée enceinte. Attends. Euh, On va faire du teasing. Du coup, ça me permet de pouvoir rebondir sur le métier de doula. En France, les doulas, on les connaît uniquement autour de la maternité, de la grossesse, de la naissance. Mais une doula, elle peut accompagner à tous les moments de vie et tous les moments clés, les passages de vie, en fait. On peut accompagner, effectivement, on les connaît plus souvent autour de la naissance, mais elles accompagnent aussi aux premières règles, à la ménopause, à la maladie, au deuil, à la mort aussi, l'accompagnement donc en fin de vie. Tous les caps de vie qui sont compliqués, la préconception en fait partie. oh oui. Et vraiment, j'ai envie de pouvoir expliquer là aujourd'hui à ceux qui vont nous écouter que la doula, vous pouvez faire appel à elle à tous les moments qui sont difficiles de votre vie, où vous avez peut-être pas forcément besoin d'un soutien psychologique parce que vous dites que non, psychologiquement ça va, c'est moralement ou corporellement, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on prenne soin de vous, qu'on vous écoute avec différents outils, bref, qui sont à la disposition des doulas. On est toutes différentes. Certaines vont faire à manger, un peu de ménage, s'occuper des enfants. D'autres vont faire des soins, du massage. Voilà, il y a vraiment une multitude de palettes de doula. Et du coup, c'est important d'en parler. Et donc, cette préconception, effectivement, certains médecins demandent en fait ou conseillent leurs patients d'aller faire un peu de sophrologie ou voilà, des petits outils qu'ils connaissent bien. Ça serait tellement chouette qu'ils puissent dire, allez voir une doula, faites-vous masser le futur papa et la future maman en préconception, allez parler de vos émotions parce qu'on vit des montagnes russes émotionnelles qui sont vraiment prises de tête. Totalement. Et, et si on n'a pas un endroit où on peut lâcher ça, bah effectivement, le lâcher prise, il est impossible en fait. Justement, oui, moi, je mets vraiment à cœur à accompagner justement dans cette partie-là la maternité parce que c'est vrai, comme tu disais, c'est une partie qu'on oublie un petit peu. Et pourtant, la préconception, c'est hyper important de venir comprendre ce qui se passe, ce qui s'y joue dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Pour moi, les deux sont indissociables. Donc, pour moi, voilà, j'ai vraiment à cœur de pouvoir les accompagner et proposer justement un espace de parole. Parce qu'on sait qu'en comme préconception, des fois, il y a des choses qui ont envie de sortir et par peur, par tabou, parce que la préconception, surtout quand ça met du temps à arriver, ça commence un peu à être tabou.
Et justement, j'ai à cœur de proposer des espaces de parole où on peut exprimer ce qu'on ressent, la peur, la culpabilité qui peut être très, 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 très présente. Et non, ça me tient à cœur. Et ben bravo, bravo à toi, parce qu'en fait, voilà, je trouvais ça important de le préciser. Et il existe pas mal de doulas qui proposent des choses en préconception, même des cercles de parole. Ouais. Vous pouvez retrouver entre couples ou entre femmes qui sont en PMA ou même sans aller jusqu'à la PMA, en tout cas en désir d'enfant, et c'est long et elles attendent. Eh bien, voilà. Et sachez qu'il y a des espaces comme ça qui existent, alors n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, un mois après ton diplôme de doula, tu apprends que tu es enceinte. Comment tu l'apprends? Comme je disais, un peu par hasard, parce que je continue toujours à prendre ces vitamines. Je sentais, après cette retraite-là que j'avais vécue cet été, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Je m'étais coupé complètement les cheveux, j'avais les cheveux très longs. Je me suis fait un carré. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe en moi. Là, il y a une transformation qui est en train de se faire. Puis, j'ai terminé ma formation de doula, donc j'avais l'esprit plus libre pour un autre projet. Du coup, comment je l'ai découvert? Vraiment par hasard, j'ai acheté un test alors que ça faisait peut-être des mois que j'avais rien acheté. Parce que ce matin-là, je me suis dit, bon, je vais acheter un test, j'ai 2 jours de retard, mais bon, ça m'a pas alarmé plus que ça. Et j'ai dit, je vais faire ce test, au moins je vais le voir négatif, et du coup, mon cerveau va se débloquer. Voilà. Et entre-temps, je parlais à mon corps, je disais, bon, si je dois avoir mes règles, c'est bon, j'accueille, je suis prête. Du coup, j'ai fait ce test en plein milieu de la journée, ce qui n'est pas du tout recommandé de base. Mais au moins, je me suis dit, bon, je le vois négatif. J'ai plus rien à craindre. Je m'étais vraiment préparée au négatif, hein. Et je fais ce test, et là, du coup, je retourne au test et je vois la deuxième barre. Et là, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai idéalisé depuis 2 ans et demi était en train de se passer. Et c'est fou. Là, de rien, rien que de réexpliquer, je revis le moment, mais je me vois me décomposer et en même temps réaliser que ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, en fait, ce que je ressens à ce moment-là, c'est de me dire, mais t'as écouté ton intuition et t'as pas pris d'hormones et tu avais raison. Et là, je Waouh. me rends compte qu'en fait, je me suis toujours écoutée et que heureusement que je me suis toujours écoutée, que j'ai fait un peu barrière ce que pouvaient dire les autres personnes. Fais un traitement, tu verras, ça marche. Non, non, moi j'étais vraiment sur ce terrain-là où je me disais, pas d'hormones, pas de traitement, ça va arriver. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ça y est, c'était là. Et du coup, bon, la première réaction que j'ai, c'est quand même d'envoyer un message à ma marraine pour lui montrer le test, parce que pour moi, c'était pas possible. C'était un faux positif. Il y a toujours un mouvement, enfin, ça, c'est très fréquent, hein, je dirais pas à Ouais. 100%, mais il y a toujours ce truc où tu dis, ah, ça y est, il y a un côté de toi qui réalise pas, l'autre qui est content, et puis parfois même t'en as un qui panique en se disant, oh merde, ça y est, c'est maintenant, Oui, c'est ça. mais comment je vais faire en fait, je suis pas prête. Surtout que en plus, j'étais toute seule chez moi toute la journée. Donc, j'ai eu le temps de vraiment cogiter. Heureusement, ma marraine m'a répondu à la minute où je lui ai envoyé le message. Hmm. Et elle m'a dit non, là, tu rêves pas, il y a quelque chose. Elle m'a conseillé d'aller justement, du coup, acheter un deuxième test pour vérifier. Qui s'est avéré encore une fois positif. Et bon, là, pour moi, il n'y avait plus de doute. Malheureusement, on était samedi, donc pour trouver un laboratoire pour faire une prise de sang, compliqué. Du coup, j'ai dû attendre quand même jusqu'au lundi pour pouvoir faire ma prise de sang. Attends, donc tu dis Euh, rien à ton chéri entre-temps. Si, si, si. Ah, Si, j'ai dit le soir même. Donc, j'ai annoncé à mon chéri le soir même. Lui aussi, il y croyait. Enfin, il avait conscience que ça y est, c'était arrivé, on y était enfin. Mais en même temps, il y avait quand même cette réticence de se dire, bon, on va quand même attendre la prise de sang. hmm. La prise de sang que je fais du coup le lundi. Entre-temps, j'ai refait un troisième test le dimanche matin qui était positif. Donc pour moi, franchement, là, je me suis dit, bon, 3 positifs. C'est clair qu'il n'y a pas de doute là. Donc la prise de sang a confirmé du coup la présence de ce petit bébé qui s'était logé au fond de mon ventre. Et du coup, la première semaine, beaucoup de stress, hein.
peur de le perdre, la peur de me dire, ça y est, c'est là, mais ça peut partir à tout moment. J'y croyais vraiment pas. Je crois que c'est au bout de la première semaine où j'ai eu un léger saignement. Donc là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Heureusement que le saignement, en fait, il a duré juste un moment, une fois, et puis j'ai plus rien eu. Puis il y a eu les premières échos, et du coup, maintenant, j'en suis à 32 semaines. Waouh. Ouais, il y a vraiment cette ambivalence dans le cerveau. À la fois, on est content, et puis il y a tout de suite ce truc aussi de ah, mais attends, danger, il faut qu'il reste en bonne santé jusqu'au bout, il faut qu'il s'accroche, et que C'est ça. il y a vite un stress. Et je dis toujours que ce premier trimestre, il est assez particulier parce que oui, bébé est en train de bien s'implanter, mais maman, elle voit rien, quoi. On Elle sent sent rien, rien, surtout. voilà, on ne sent rien, on ne voit rien. S'il y a un moindre saignement, on est en panique. C'est ça. Je conseille quand même, s'il y a saignement, d'aller voir un médecin, pourquoi pas d'aller aux urgences, histoire de se rassurer. Ils vous feront une petite échographie et voilà, ou alors ils vous poseront quelques questions pour pouvoir éliminer des problématiques. Ça reste quand même fréquent qu'il y ait des petits saignements dans le premier trimestre, mais voilà, tant que c'est pas hémorragique comme des règles, ça reste normal. Néanmoins, allez consulter quand même. J'ai cheminé aussi par rapport à ça parce que pour Ouais. moi, grossesse égale plus de sang. Et en fait, j'ai découvert que si pendant la grossesse, il est possible de saigner. Hmm. Bon, moi, c'était dû à un décollement. Donc, bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai aussi cheminé par rapport à ça parce que j'avais des idées sur la grossesse. Pour moi, voilà, grossesse égale pas de sang. Et s'il y a du sang, c'est qu'il y a un gros Il y a souci. Alors forcément qu'en danger. soi, Hmm. il peut y avoir des légers saignements dus à un décollement qui peut être léger. Ou par exemple, je sais que moi, du coup, je suis aussi A négatif. Donc, il y a aussi ce souci d'injection voilà, qu'on doit faire au cours de la grossesse. Mais Anti-gay. Hmm. voilà, en soi, voilà, il y a aussi ce cheminement-là que j'ai fait. J'ai commencé voilà, par ça. Mais non, c'est vrai que maintenant, enfin, les fois où j'ai vu le sang, j'étais moins alarmée que la première fois parce que du coup, j'ai compris que ça pouvait arriver. Bien sûr. Et alors, comment se passe ce premier trimestre? On va dire que c'est je- pareil. J'avais idéalisé un premier trimestre parfait, qui avait surtout été accentué aussi dans mes accompagnements doula. Enfin, dans ma formation doula, j'avais vu, ça avait amplifié cette idée que j'avais que la grossesse, c'est beau, c'est magique. Hmm. Ok. Et en fait, dès le premier trimestre, j'ai compris que non, chaque femme est différente. Chaque femme va expérimenter sa grossesse différemment. Mon premier trimestre, ça a été un peu chaotique parce que du coup, au bout de la 8e semaine, donc au niveau de l'écho de datation, on se rend compte qu'il y a un décollement. Qu'est-ce que c'est un décollement? Bon, il y a un terme spécial, hein, je crois Oui, qu'il y a un oui, terme mon sang. spécifique, mais placenta, il y avait un léger décollement sur un tiers du placenta. D'accord. Il faut savoir que, alors moi, mon gynéco m'a quand même beaucoup rassurée en me disant que ça arrive fréquemment, tout sachant que dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui ont eu des décollements et qui se sont résorbées. Donc voilà. Ce qui préconise quand même, c'est beaucoup de repos. Voilà, pour que le décollement puisse se résorber. Moi, en plus, j'ai eu un traitement pour m'aider justement à ce que ça se résorbe. Ce traitement qui devait amplifier les premiers symptômes de grossesse. Je confirme, ça a bien amplifié tous les symptômes C'est-à-dire? parce que j'ai énormément vomi Ah. pendant 3 semaines, à tel point que j'ai fini aux urgences complètement déshydratée. J'ai perdu 4 kilos. Donc pour moi, encore une fois, je déconstruis des idées de grossesse. Enfin, pour moi, c'était impossible de perdre du poids en étant enceinte. Donc là, j'ai dit, ah, d'accord, ok, encore une idée que je dois déconstruire. Psychologiquement, ça a été dur de me voir totalement fatiguée. Je suis quelqu'un de très énergique dans la vie en général. Et Là, là, tu me disais en plus que tu étais très sportive, donc déjà un c'est ça. décollement, ça veut dire que tu dois te reposer, donc du jour au lendemain, plus de sport, Plus de sport, plus de danse, plus de... plus Voilà, rien, plus de travail. c'est ça. J'ai été arrêtée pendant 2 semaines du coup pour pouvoir me reposer. Mais ce qui a été le plus dur à gérer, c'est pas le côté physique,
Le côté d'être fatiguée, bon, ça, c'est pas grave. C'est Mm. côté vraiment émotionnel ou de me dire, mais je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi, c'est pas mon tempérament. Et en fait, du coup, ces 2 semaines m'ont vraiment permis de faire aussi un cheminement personnel, de me dire, ben, la grossesse, je pense que ça va t'apprendre à ralentir, chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à accepter cette partie-là de ralentir. C'est difficile, hein. C'est très difficile parce que du coup, j'ai l'impression de pas me sentir utile. Là, voilà, d'être en arrêt de travail parce que du coup, je suis officiellement en arrêt de travail pour la grossesse. Ben, je culpabilise déjà de pas être utile. Alors que quand même, t'es utile, t'es en train de fabriquer un bébé. Mais je le sais, hein, j'en ai On le conscience, hein. sait, on le Et sait. c'est ce qu'on me dit souvent et c'est ce que j'essaie de me répéter assez régulièrement. Mhm. Mais le fait, voilà, de ne pas pouvoir travailler auprès des enfants, de ne pas pouvoir faire des soins énergétiques, bah, de plus pouvoir me mouvoir finalement comme avant, parce que bah, là, le sport, concrètement, c'est Mhm. fini. J'ai des malaises assez régulièrement, donc bah, même ça, je suis très, très souvent allongée. Donc, c'est moral. En fait, c'est plus le côté moral qui est difficile à gérer que le côté physique. Mhm. Et pour moi, les deux sont indissociables en fait. Si moralement ça va, le physique va bien. Et si le physique, voilà. Enfin, pour moi, c'est deux choses qui sont assez complémentaires. Et c'est vrai que moralement, des fois, c'est compliqué. C'est hard, mais oui, tout est relié. Tout est relié. Et alors, quand on est enceinte, vraiment, c'est flagrant. À partir du moment où le processus de la grossesse, il est bien enclenché dans les premières semaines, ben, il y a une véritable transformation qu'on est en train de réaliser, quoi. Comme la chenille qui est en train de se transformer en papillon. La femme, elle passe du statut de jeune fille au statut de mère. Et tout ça, ça se prépare et ça se vit à travers le corps. Et en même temps, toute cette vie qu'on avait avant de tomber enceinte, bah forcément, il va y avoir des répercussions quand bébé sera là. Il y a des choses qu'on pourra un petit peu moins faire ou qu'on va devoir aménager autrement. Donc en fait, c'est déjà on bascule dans une transition en fait, et ça nous aide à ralentir et de se dire, ok, bon bah de toute façon là, j'ai pas le choix, sinon je perds mon bébé. C'est mon bébé avant tout, la santé de mon bébé avant tout, la mienne aussi. Euh, et oui, là, je suis en train de perdre des kilos, je suis en train de me déshydrater, donc de toute façon, ça sert à rien de courir. Je pourrais pas être utile à quoi que ce soit, même si je me force. Ce n'est pas possible. Je Oui. vais mourir, en fait. Ce n'est pas possible. Mais c'est ça, en fait, c'est que moi, je vis, et c'est dur d'accepter de dire ça, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Mhm. C'est que je vis cette grossesse en mode survie. Je survis en fait à cette grossesse. Et ça a été difficile pour moi et c'est encore difficile à l'heure d'aujourd'hui. Encore hier, je pleurais parce que j'étais en train de ranger les habits de ma fille du coup dans sa chambre et tout, je préparais. Et bon, j'ai eu un moment où je me suis sentie très, très, très mal. Et j'ai eu des vertiges et du coup, bon, mon chéri s'est occupé de moi, m'a allongée sur le canapé pour, voilà, pour que je puisse revenir un petit peu dans mon corps et avec mes esprits. Et j'ai pleuré parce que je culpabilisais en fait de ne pas pouvoir me rendre utile. Hmm. Comme je lui ai dit, j'ai l'impression d'être en mode survie. Je survis en fait. Je survis. Je ne me reconnais plus. Mais en même temps, comme tu le disais, c'est vrai, on passe d'un état de jeune fille à un état de maman. Ça se joue aussi par le corps. Et parfois, c'est compliqué à gérer de se dire, ben voilà, on fait une transition. C'est vraiment un cap hein, qu'on est en train de passer et intérieurement, ça change, ça chamboule énormément de choses. Exactement. C'est pas facile à accepter. Et là, aujourd'hui, on n'est pas là pour avoir des solutions à ça, même si, voilà, il y a quelques outils qui nous permettent d'avancer, mais c'est au moins de reconnaître que bah, parfois, la grossesse, elle se passe pas comme prévu. Tu vois, moi aussi, pour ma première, j'ai perdu 7 kilos. Sauf Oui. qu'en fait, dans les 5 premiers mois, même boire de l'eau me faisait vomir. Et en fait, quand j'en ai parlé au médecin, bah, pour lui, c'était normal. J'ai appris après.
quand j'ai commencé à m'intéresser à ce métier de doula et d'aller de plus en plus en profondeur dans la grossesse, dans la naissance, tout ce qui se met en place, tout ce qui est normal, pas normal, tout ce qui est agréable, désagréable, tous les tabous, etc. Mais je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était une j'arrive jamais à le dire, une Hyperémèse. Ouais. hyperémèse gravidique, ça y est, je l'ai bien dit, et qu'en fait, c'était grave et que personne n'a pris en compte ce que je disais. Et alors, ça s'est calmé. Je me suis rendu compte aussi, en fur et à mesure de mes recherches, que c'était surtout lié au stress qu'on s'imposait à soi aussi, et puis au moral, hein, du coup. Et en fait, mes nausées se calmaient quand je coloriais. J'avais pris des mandalas et j'ai commencé à colorier. Tu vois, à l'époque, je connaissais pas encore la méditation, tout ça, mais quand je chantais et quand je coloriais, plus d'envie de vomir. Mais sinon, mais je vomissais au moins 10 fois par jour. C'était pas les nausées, avoir envie de vomir, je vomissais vraiment. C'est horrible. On a l'impression de mourir de l'intérieur. Ouais. Et vraiment, j'insiste, c'est pas normal en fait. Donc, il faut essayer de trouver des endroits où on peut réguler le stress, accepter petit à petit, et ça peut passer par justement parler avec quelqu'un, que ce soit une psychologue, une doula, une copine, une mère, j'en sais rien, quelqu'un en tout cas qui vous écoute, votre chérie, ça peut passer par là. Et surtout, si ça continue, n'hésitez pas à aller voir le médecin. Il y a des malaises, il y a des chutes de tension, il y a des vomissements trop fréquents. Allez voir le médecin parce que vous avez besoin d'un arrêt et il faut accepter de s'arrêter. Ça, c'est super dur. Moi, j'ai mon médecin qui m'a dit, bah moi, je vais vous arrêter. Et je lui dis, bah de toute façon, ça sert à rien, vous pouvez me faire votre papier, j'irai quand même travailler. Je travaillais aussi auprès des enfants. Donc, c'était n'importe quoi. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait une bêtise. Je regrette, même s'il n'y a rien à regretter, mais il fallait que je fasse cette expérience-là. Je n'ai pas fait cette erreur-là pour mon deuxième enfant. Mais c'est vrai que pour la première, j'étais en mode, mais je veux me sentir utile, mais c'est quoi? Je suis bonne à rien, et puis de toute façon, c'est n'importe quoi, et puis je pensais que la grossesse, c'était super beau, que c'était C'est ça. épanouissant. C'est quoi ce bordel? Tout le monde nous a menti. J'étais en colère. J'étais très en colère. Je me disais, tout le Pareil. monde m'a menti, en fait. Ah, pour moi, c'était un gros tas de mensonges. Enfin, c'est toujours un gros tas de mensonges quand je vois. Et puis, je supporte de moins en moins les personnes qui me disent, mais moi, j'ai vécu une grossesse parfaite. Oui, mais pas tout le monde la vit parfaitement. Et bon, après, c'est vrai que ce que tu disais au début, finalement, il y a des choses aussi. Enfin, j'essaye vraiment de retenir les choses positives qui se passent, hein. Le fait de la sentir bouger, le fait de, voilà, de préparer l'arrivée, d'être soutenue parce que vraiment, j'ai un entourage qui me soutient à 100%. Hmm, Et j'estime avoir une chance parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance-là d'être soutenues. Et justement, la doula peut faire office de tout à fait. soutien. Mais comme on dit, finalement, on se crée un village. Oui, et Mais c'est moi, important. j'ai mon village et j'en suis très reconnaissante. Et ce qui me fait justement, ce qui m'accompagne et ce qui m'aide aussi à voir des choses positives dans la grossesse. Parce que oui, c'est dur. Oui, je suis en mode survie, mais il y a des choses qui sont aussi agréables. Hmm. Et c'est important de parler de ton village, moi j'appelle ça sa tribu. C'est ça. Mais c'est vrai que je dis souvent, il faut tout un village pour élever un enfant, mais il faut aussi tout un village pour faire naître une mère en fait. En Occident, on n'a plus du tout, et je suis même pas sûre qu'on l'ait eu durant les derniers siècles, cette culture de prendre soin de la femme enceinte, du bébé à venir. Pourtant, en Orient, en Asie, en Afrique du Nord, Afrique du Sud, enfin bref, Afrique, tout continent, le continent complet, en Amérique du Sud aussi, on prend soin de la femme enceinte. C'est une reine, elle n'a plus rien à faire et c'est dans la culture en fait. Et donc du coup, la femme qui est enceinte, elle sait qu'elle a ce moment où elle est en train de faire un truc de dingue, elle est en train de fabriquer un être humain. Et donc, elle mérite tout le soin qu'on a à lui apporter. Et quand bébé est né, eh ben, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, ici, le mois d'or, mais voilà, il y en a qui appellent ça les 40 jours. Ça dépend même dans les religions, hein, on incite les gens à prendre soin de la femme enceinte,
à la femme enceinte à rester tranquille, à juste s'occuper de son bébé, dormir, manger, basta. Tout le reste est fait par la famille. Et ça, on l'a pas en France. Et quand je remonte aussi, tu sais, sur les générations d'avant, bah en fait, en France, la femme, elle doit travailler jusqu'au bout, elle doit montrer qu'elle est forte. Même quand on était, voilà, tous paysans il y a des siècles, jusqu'à ce qu'elle enfante, la femme, elle était au champ, elle travaillait, elle faisait le ménage, elle faisait tout en fait. Et en France, on n'a pas cette culture-là. Je pense que c'est bien dommageable. Et en plus, on a perdu le côté, on vit en famille, entre les générations, on s'occupe des grands-parents, tout le monde s'occupe un peu de toutes les générations. Ça, on l'a perdu il y a à peu près, ouais, je pense que j'ai vu ma grand-mère s'occuper de mon arrière-grand-mère, mais depuis, je vois plus ce genre de choses dans les familles. Et je pense que du coup, comme on a perdu ça, eh ben, on est en mode, il faut absolument qu'on soit à fond sur tous les fronts et que surtout, moi j'ai fait partie de ces femmes-là qui disent, oh mais attends, ça va, une grossesse, c'est pas une maladie, ça y est, celle-là, elle s'arrête direct. Ah bah ça m'a calmée hein, quand je suis tombée enceinte, hein. Ça m'a bien calmée et je te préviens que je peux plus l'entendre cette phrase. Et je me suis Pareil. dit, eh ben bien fait pour toi bien moqué de ces femmes et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi la femme s'arrête et elle a même pas à se justifier. Elle est en train de fabriquer un être humain. Elle est peut-être extrêmement fatiguée. Certaines femmes, alors moi j'en faisais partie pour ma première grossesse, pas la deuxième. Comme quoi on est toutes les grossesses sont différentes. Je marchais de mon canapé jusqu'à mon frigo. J'étais épuisée les premières semaines. Et C'est je me dis, ça. c'est quoi ce bordel? C'est totalement ça. C'est vraiment ça. Et puis, malgré tout, malgré que voilà, je culpabilise énormément de ne pas être utile, je sais à quel point c'est un moment sacré pour moi. Et quand je dis Hmm. sacré, c'est voilà, dans toutes ces dimensions du mot qu'il peut avoir. C'est vraiment, même côté énergétique, je prends vraiment conscience que je suis en train de passer un cap. Et justement, j'ai envie de célébrer ça par... je suis en train d'organiser mon Mama Blessing Ah, trop chouette. qui aura lieu du coup dans 2 semaines. Et justement, en fait, on met beaucoup l'accent sur le bébé, la préparation du bébé, mais il y a la maman aussi qui doit se préparer à vivre tout ça, à vivre ce changement, parce que c'est un changement physique, mais émotionnel, énergétique aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'avais envie justement de m'octroyer ce moment sacré par cette fête-là. Donc voilà, vraiment, il y a aussi cette dimension-là de comprendre et de cheminer que bah, il y a une transition intérieure qui se fait et que pour la maman, des fois, c'est pas simple. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses de mon enfance qui remontent et j'en avais conscience, hein. Je savais que pendant la grossesse, au niveau de l'enfance, il y a des choses qui pouvaient remonter, mais pas autant. Pas- Se rend pas compte à quel point Ah c'est non, chamboulant. pas autant. Ça vient même s'immiscer dans mes rêves la nuit. Je vis des choses la nuit où je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Hmm. se passe? Enfin, mon inconscient, quel message il a à me faire passer? Et du coup, grâce à ma préparation que je fais du coup pour mon projet de naissance avec l'hypnose prénatale, ça m'aide beaucoup à libérer tout ça, même des choses auxquelles je pensais avoir travaillé. Ça remonte. Donc je me dis, forcément, il y a des choses encore à cheminer. Il y a le message que je voudrais faire passer, c'est que oui, il y a le bébé, il y a des choses qui se passent pour le bébé, mais aussi pour la maman. Il faut vraiment pas oublier que la maman, dans ces moments-là, elle est vulnérable. En même temps, elle est vulnérable et en même temps, c'est peut-être le moment où je me sens le plus moi-même, bizarrement. Parce que je suis vraiment face à mes insécurités, je suis vraiment face à tout ce qui me fait peur. Et en même temps, ben, je me dis, voilà, je suis moi-même, je suis à ma place. Et c'est important d'accompagner voilà, toutes les mamans dans ce cheminement-là, de passer de jeune fille à maman, maman de quelqu'un, d'un petit être. Hmm. Et c'est important d'accompagner dans cette expérience-là. C'est primordial même. Je voudrais aussi parler du coup je sais pas si tu l'as ressenti, de toutes ces femmes qui du coup culpabilisent de se sentir mal parce qu'elles se disent ah mais mon bébé va le ressentir et
qu'est-ce que je lui offre déjà? Il va être stressé en sortant, le pauvre, il va avoir des traumas. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là ou t'as tout de suite déculpabilisé? Non, 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 ben, enfin, alors que j'ai conscience que c'est totalement différent, que il y a l'énergie de la maman, il y a l'énergie du bébé. D'ailleurs, ce qui me fait penser à un livre qui vraiment m'a beaucoup ému et beaucoup aidé justement à cheminer sur cette expérience-là. Donc, c'est les 9 marches. Je ne sais pas si tu Oui, connais. oui, oui. Voilà, c'est un très beau livre qui m'a beaucoup accompagnée. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, j'ai totalement ressenti cette peur-là de me dire, mais en fait, le stress, déjà que je suis quelqu'un de très stressé de base, sans être enceinte, là, avec la grossesse, c'est fois 1000, et encore, c'est faible. Je suis très, très, très stressée, voilà, et j'ai toujours cette peur de me dire, ben, mon bébé va le ressentir. Jusqu'au jour, en fait, j'ai écouté un podcast et j'ai complètement déculpabilisé. Dans ce podcast, ça disait que finalement, c'est pas parce que la maman est stressée que forcément le bébé sera stressé. C'est totalement dissociable. Enfin, il n'y a pas d'obligation et que faut déculpabiliser par rapport à ça. Et ce jour-là, pouf, j'ai complètement lâché. J'ai Hmm. complètement lâché. Je me suis dit, ok, en fait, c'est pas parce que je suis stressée que forcément elle sera stressée. Et ce que je fais beaucoup aussi, c'est que je communique énormément avec elle, euh, avec son énergie, son âme. Et je lui explique que ben, si des fois maman elle est stressée, c'est pas à cause d'elle, ce n'est pas contre elle. C'est juste que maman l'expérimente et qu'elle a besoin de justement d'évacuer certaines choses, mais elle a son expérience à vivre. Et ça, je veux mettre aussi l'accent dessus, c'est que, enfin, moi, j'ai à cœur d'accompagner justement ces familles, ces nouvelles âmes à s'incarner, parce que je veux leur montrer qu'en fait, chaque âme a son expérience à vivre et qu'elle n'est pas obligée d'avoir les blessures de ses parents, qu'elle peut être libre d'être soi-même. Et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message à mon bébé, c'est de lui dire, tu seras libre. Ne prends pas mes blessures, ne prends pas mes peurs. Hmm. Sois toi-même, en fait, tout simplement. Et je communique beaucoup avec elle. Encore hier soir, là, je lui disais, bah, écoute, maman, ce matin, elle n'était pas bien, mais c'est pas ta faute. Voilà, maman, elle a compris qu'il faut qu'elle se repose, même si c'est dur pour elle d'accepter de ralentir. Ben, j'écoute tout ce que tu as à me dire et ne culpabilise pas, ce n'est pas ta faute. Voilà, j'essaye beaucoup de communiquer parce que je sais que le bébé ressent aussi nos émotions et je veux lui transmettre des bonnes choses. C'est vraiment la clé, je pense, dans ces moments-là, quand la maman, la femme enceinte, a des émotions qui la submergent et qui sont désagréables pour elle, d'en parler avec le bébé, pour moi, ça dénoue tout. Ça paraît peut-être idiot pour certains, mais je crois, mes puissance 1000, que ça a un pouvoir de dingue d'expliquer à son enfant qu'il n'est pas fautif, mais que c'est nous, notre façon de ressentir les choses, que ça n'a rien à voir avec lui, qu'on a le droit de détester la grossesse en aimant déjà son enfant très très fort. Que même si on n'a pas encore de sentiment d'amour, c'est pas parce qu'on déteste la grossesse qu'on déteste l'enfant qui est à l'intérieur. De parler de ça avec son enfant, ça change tout. Tu vois, je te parle des belles néo-renaissances que je fais avec les nouveau-nés. Volontairement, on revient sur toute l'histoire de ce bébé, donc de sa préconception jusqu'au jour où on fait le bain. Et il y a souvent donc des parents qui disent, bah voilà, on a eu peur qu'il ait ressenti ça et ça, et que du coup il soit stressé, qu'il soit traumatisé. Et en fait, souvent, ces moments-là, ils ont tellement été verbalisés par le parent au bébé que, mais le bébé, il en retient rien du tout de Oui, négatif, en fait. C'est juste que, bah, effectivement, il va ressentir les émotions de maman, mais même en dehors du ventre, il va ressentir vos émotions. Et à partir du moment où on donne la vie, on accepte aussi qu'il y a un petit être qui va ressentir tout ce qu'on ressent, parce qu'ils sont faits ainsi, et parce que ce sont les liens aussi. Quand notre chéri va pas bien, on le ressent. Quand oui, notre ami, notre père, notre mère, notre frère et sœur, ceux qu'on aime très fort, avec qui on a un lien particulier, même à distance, on sait parfois ressentir ce qu'ils ressentent. Et c'est obligatoire. C'est à partir du moment où on donne la vie, on va forcément ressentir les émotions des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va en garder des blessures.
On peut être triste de la situation, mais ça veut pas dire qu'on va le garder en soi et qu'on va en être stressé, traumatisé ou garder un mal-être. J'insiste aussi là-dessus, et c'est bien du coup que t'en parles. Et j'oublie pas aussi, et ça permet de déculpabiliser aussi pas mal de parents. Si vous pensez, comme nous, que bébé choisit ses parents, il vous choisit aussi pour toute votre vulnérabilité, pas que pour vos, pas que pour vos qualités, il vous choisit aussi pour vos défauts, ou en tout cas ce que vous vous apparentez comme défaut, alors qu'en fait, pour lui, c'est le terrain parfait pour venir faire évoluer son âme en fonction de sa personnalité. Et oui, il y a des choses qui vont être confrontantes l'un avec l'autre, et il y a d'autres où ça va matcher. Mais quoi qu'il en soit, que ça confronte ou que ça matche, c'est fait pour faire grandir chacun. Et donc, en fait, à partir de là, alors ça veut pas dire qu'on doit pas faire de son mieux. Ça veut pas dire qu'on doit exploiter ses défauts ou enfin ses petitesses, ses colères enfin je sais pas n'importe quoi comme émotion négative. Bon, ça veut pas dire qu'on doit les lâcher comme ça, mais on peut aussi les traverser en se disant bah ok, en fait ça fait partie de moi. Et ben là, quand tu es enceinte, ben pouf, effectivement, t'as ta vulnérabilité qui est là, pleinement puissante. Ah Et, oui. et en la traversant et en allant voir ce qui s'est passé, ce qui est remonté, et ben ça te permet de gagner en puissance et en force en fait. Est-ce que tu as peur d'accoucher? Je suis toujours dans une démarche d'accoucher en maison de naissance. Donc, projet physio sans péridurale. Voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que l'accouchement approche, mais là, on va dire que ça fait une semaine. Je me dis, t'es sûre sans la péridurale? Même si je sais que je suis totalement capable, que mon corps est fait pour accoucher, enfin, c'est la nature. Et il y a quand même ce petit truc où je me dis, t'es sûre? Enfin, voilà. Donc, je sais pas. Mais en même temps, il y a quand même énormément d'excitation. De me dire, je Hmm. vais enfin vivre ce moment dont on me parle. Enfin, même plus jeune, je me rappelle, ma mère elle me disait, tes douleurs de règles, tu vas voir, l'accouchement, c'est fois 1000. Donc, en même temps, j'ai ce petit truc de me dire, ah, et si finalement, ben, j'arrivais à accoucher sans péridurale et si ben, je faisais, entre guillemets, taire un petit peu toutes ces préjugés qu'on peut avoir sur l'accouchement, parce que pareil, hein, l'accouchement, si on écoute le monde, c'est douleur, voilà, c'est dur, c'est difficile. Alors que si on se prépare mentalement, physiquement, l'accouchement peut bien se passer. Donc, même si j'ai beaucoup de peur, il y a quand même beaucoup d'excitation aussi. Et donc du coup, tu utilises la sophrologie pour te préparer, c'est ça? Non, du coup, moi, j'utilise beaucoup l'hypnose prénatale. L'hypnose, pardon, l'hypnose prénatale. Ouais, Oui, ok. prénatale. Les soins énergétiques. J'ai un soin de prévu le mois prochain, justement, qui s'appelle bénédiction à la naissance, pour Mhm. justement préparer mon corps, mais même le côté plus énergétique de la naissance. Ça, c'est quelque chose que par la suite, moi aussi, j'aimerais bien proposer, préparer justement cette naissance. Je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts et je fais beaucoup d'affirmations positives. Je prépare déjà mon cerveau à tout ça. Donc, j'essaye de mettre des choses en place. Après, j'ai quand même conscience que, bon, il y a 70% de la préparation, mais que le jour J, il y a des choses qui peuvent se passer pas comme je l'avais prévu. Donc, j'ai quand même voilà, ce 30% qui reste où je me dis, bon, prépare-toi à l'inattendu. C'est bien de prévoir l'inattendu parce que ça paraît bizarre de dire ça, de prévoir l'inattendu. Mais même pour celles qui accouchent à la maison, moi, je conseille d'avoir quand même sa petite valise pour partir au cas où. Parce qu'on ne sait pas, en fait, et on ne sait pas si on va pas changer d'avis. Et tout est OK à partir du moment où on fait le choix en conscience et et on est bien entouré. Je pense que la préparation aussi, elle se fait avec les personnes qui nous accompagnent le jour J, que ce soit ta moitié, ta mère, ta grand-mère, ta C'est copine, ça, ta doula, ça se prépare ensemble en fait. Parce que la femme, dans ces cas-là, pour accoucher sans péri, elle a besoin aussi des personnes autour d'elle qui lui disent, mais non, c'est bon, t'inquiète pas, t'es là, t'es en train de le faire.
oui, là, c'est hyper intense, c'est puissant, ouais, ça peut faire mal. Mais on oublie aussi que quand on parle de douleur de règles puissance 10 ou voilà, bon, bref, fois 1000, j'en sais rien. Oui, c'est la réalité, sauf qu'on oublie que c'est provoqué par l'ocytocine, qui est aussi l'hormone de l'amour, et qui a aussi à côté les endorphines, qui a plein d'autres en fait hormones qui viennent jouer un Totalement. rôle et qui permettent justement d'atténuer cette douleur. Et puis c'est pas une douleur pour avoir mal en fait, c'est une douleur qui est là, enfin qui est en train de donner naissance à ton bébé. C'est pas les douleurs de règles. Bon, même si moi j'ai un rapport au cycle qui est assez particulier, mais c'est pas pour rien, mais on a l'impression que c'est un peu pour rien d'avoir mal pour rien. Bon, là, quand même, bon, accueillir du sang, c'est quand même moins fun qu'accueillir un bébé pour beaucoup de femmes. Donc, en fait, cette douleur, elle prend une dimension particulière, en fait. Et, Dimension sacrée finalement. exactement. Et en fait, je pense aussi que de nos jours, comme on a perdu le sacré, comme on a perdu les rituels, comme on a perdu cette nature qui est normalement de se reposer quand tu es en train de créer un être humain à l'intérieur de toi, de se préparer comme tu fais mentalement en amont, avoir des outils spécifiques pour l'accouchement. En fait, on est en train de reprogrammer ses cellules, reprogrammer son cerveau pour que le jour J, on ait les bons réflexes. C'est ça. Et qu'on permette aussi le petit lâcher-prise qui va permettre ben, de rentrer aussi dans sa femme sauvage, qui sait, elle sait, elle, ta part sauvage, elle sait en fait, elle sait enfanter, ton bébé, il sait sortir, ton corps, il sait accoucher parce qu'il est fait pour ça. Et voilà, finalement, cette préparation, elle sert à ça. Et en même temps, bah oui, bah c'est bien d'avoir sa petite valise à côté et d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler le jour J. C'est ça. Et quand tu parles d'ocytocine, de se créer enfin, de générer tout ce qui est ocytocine, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que là, on arrive à la fin et que c'est hyper important en fait d'être dans son cocon. Et là, du coup, maintenant que je suis en arrêt, je dis, je vais vraiment voilà, revenir à moi et créer ma bulle d'ocytocine parce que je sais à quel point c'est hyper important pour favoriser du coup la venue Hmm. de bébé. Donc ça, c'est vraiment aussi, ben, finalement, un peu comme toi, c'est l'accent sur lequel je veux faire passer un message, c'est que il est important vraiment, déjà tout au long de la grossesse, mais surtout à l'arrivée de l'accouchement, de se mettre dans son cocon. Et il faut pas culpabiliser. Moi, j'ai déjà prévenu ma famille, j'ai dit, voilà, à partir de juin, parce que je suis censée accoucher début juillet, à partir de juin, j'ai dit, voilà, je vais être dans mon cocon. Si je réponds pas au téléphone, forcément, c'est parce que ben voilà, j'ai envie de couper aussi des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça n'aide pas du tout. Voilà, on voit plein de choses qui nous font stresser parfois pour rien. Donc vraiment de se mettre dans sa bulle et de faire des choses pour soi parce que c'est hyper important. Voilà. Et j'ai dit concrètement, je vais me mettre dans ma bulle et ne me faites pas culpabiliser, ne le prenez pas pour vous, mais c'est mon besoin parce que j'ai finalement, un peu comme les animaux, hein. Les animaux, quand ils vont donner naissance aussi à leur bébé, ben, ils s'isolent, ils se mettent à l'écart pour justement donner naissance le plus sereinement possible. Et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre un petit peu voilà, à l'écart et de prendre soin de moi, tout simplement. C'est la meilleure idée que tu puisses avoir. Merci Lauriane Avec pour grand tout ce que plaisir. tu nous as partagé. Franchement, c'est trop chouette. Donc du coup, tu es doula et je mettrai donc des petits liens par-ci par-là, peu importe où vous écoutez, pour que vous puissiez retrouver Lauriane bah, quand elle aura accouché, qu'elle sera prête à C'est lâcher ça. son bébé pour s'occuper aussi de vous à nouveau. Bah voilà, pour les personnes qui ont envie d'aller vers toi et avoir une doula comme toi, ce sera chouette. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose, un dernier message, un dernier petit mot? Finalement, le message que j'ai envie de faire passer, c'est croyez toujours en vous, en ce que vous pensez, en ce que vous ressentez, parce que c'est toujours la vérité. Moi, j'ai toujours ressenti que ça allait arriver et c'est arrivé. Donc, croyez en vous. Autorisez-vous à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à vivre ce projet en conscience, que ce soit dans la préconception ou même pendant votre grossesse.
parce que ça vous aidera à être plus serein, plus apaisé, plus connecté finalement avec ce bébé, hein. Même pendant la préconception, on peut se connecter à cette âme. Donc voilà, vivez ce projet en conscience et on s'en fout du reste. On Mhm. s'en fout du reste, vraiment, faites les choses pour vous. Merci Lauriane. De J'aurais rien. pas dit mieux. Encore merci d'avoir accepté cette invitation, c'était super chouette. Pour les autres, on se retrouve dans un nouveau podcast avec une nouvelle personne que je vais venir interviewer. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Naissance en conscience. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur mon compte @ma.doula.holistique. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet évidemment, ainsi que tous mes accompagnements pour vous aider à traverser cette période incroyable de la naissance. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.